De retour sur le plateau d'XTB ici à La Défense avec deux invités de renommée. On va parler d'investissement et de marché financier, un tout petit peu de trading éventuellement, mais ça va être surtout de l'investissement. Je suis accompagné et j'ai l'honneur d'être avec monsieur Marc Daguerre. Marc, vous êtes dirigeant de DT Expert, bureau d'analyse technique et de formation en trading. Bonsoir Marc. Bonsoir Antoine. Bernard Prat-Desclos, vous êtes formateur en trading et dirigeant de EU-Invest. Bonsoir Bernard. Bonsoir, bonsoir Bernard. Bonsoir Antoine. Alors la résilience de ce marché haussier qui a débuté en mars 2009 est impressionnante. Celui-ci a traversé des épreuves qui auraient certainement provoqué sa chute si elles avaient eu lieu avant 2008. Crise de l'euro, hausse de taux, pandémie, risque géopolitique maximal, hyperinflation et faillite bancaire. Ce marché haussier absorbe tous les événements de marché sur son chemin. Les mauvaises nouvelles sont souvent ignorées et les bonnes saluées. Jusqu'où ira-t-il ? Pour répondre à cette question, messieurs, vous allez nous éclairer. Monsieur Daguerre, si vous voulez répondre en premier. Très bien. Alors, effectivement, j'ai écouté ce que vous avez dit au niveau du contexte général, et ça tombe bien parce que c'était ce sur quoi j'allais partir. Vous avez dit depuis la crise de 2007-2009, le marché, effectivement, a retrouvé une tendance haussière, parfois bon an, mal an, mais plus poussive que ce qu'on connaissait avant, mais malgré tout haussière. Vous avez également dit qu'il a été résilient et qu'il a traversé différentes épreuves. Moi, c'est là-dessus enfin, c'est ce qui m'intéresse et c'est là-dessus que je voudrais qu'on s'arrête. La crise de 2007-2009 était une crise financière causée par la finance. Contrairement, par exemple, à la crise précédente de 2003, qui était une crise financière causée par d'abord la bulle Internet, puis après des événements comme les attentats du 11 septembre, etc., qui ont accentué la chute de la bourse. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, depuis cette crise financière, où on a eu vraiment une sonnette d'alarme importante, l'affaire Fannie Mae, Freddie Mac, Lehman Brothers, bon, on peut parler aussi de l'affaire Kerviel, mais et tout ça a fait que le monde de la finance a été alerté, et les banques centrales aussi. Dès lors, et c'est mon avis, en tout cas c'est un avis assez objectif, les banques centrales ont décidé d'intervenir régulièrement dès qu'ils sentaient qu'il allait y avoir une crise potentielle possible. Comme vous l'avez dit, on l'a vu. Pour moi, le premier, alors vous avez parlé de la crise de l'euro, etc., un des premiers événements majeurs qu'on pouvait s'attendre à être ce qu'on appelle nous les Black Swans, c'est-à-dire des signes un peu inquiétants, c'était le Brexit, par exemple. Personne ne s'y attendait vraiment. Je me souviens très bien de cette soirée-là. Entre jeudi et vendredi, j'attendais d'avoir le résultat. À 1h, 2h du matin, on ne savait pas, donc je me suis couché, je me suis réveillé le lendemain, et là j'ai vu, et avec la surprise générale, que finalement le Brexit était passé. Les marchés ont perdu, je crois, 7% à peu près le lendemain, qui était un vendredi. Lundi, ont perdu 2-3%. Et puis à partir du mardi, petit à petit, ils ont regagné tout ce qu'ils avaient perdu. Intervention des banques centrales, évidemment, quantitative easing, donc ça veut dire injection de billets dans le marché. L'autre non-événement, c'était l'élection de Trump, qu'on craignait un petit peu, mais qui n'a pas finalement eu d'impact véritable. Et puis le Covid, qui a été en matière, je dis bien boursière, je ne suis pas en train de sous-estimer l'impact, ni la durée que le Covid nous a, nous, en tant que particuliers, imposé. Mais d'un point de vue boursier, ça a duré un mois. En gros, c'était février-mars 2020, chute énorme. Mais à partir de mars 2020, remontée fantastique. Voilà. Dernière chose, et après je laisserai la parole à Bernard, parce qu'il va me dire bon, et moi. Mais il y a eu la dernière chose, et c'est intéressant, c'est que la dernière baisse du marché, alors évidemment, le Covid a été un événement très fort, ponctuel sur le marché. La dernière année qu'on a eu de difficile, c'est l'année 2022, qui n'a pas été non plus une année de baisse majeure, puisqu'il y a eu des baisses qui alternaient avec des rebonds importants, mais c'est quand même une année où le Nasdaq a perdu 40%, donc il y a quand même une année baissière. En fait, ce qui est intéressant, c'est que cette crise-là, elle a été créée à nouveau par la finance, puisqu'il s'agissait d'une question d'inflation, notamment, et que du coup, là, les banques centrales se retrouvaient un peu dans une impasse, parce que ce n'était pas le même contexte pour pouvoir refaire marcher la planche à billets de la même façon, puisque il ne fallait pas accroître cette inflation. Voilà. Donc, jusqu'où le marché peut être résilient, pour le coup, c'est une vraie question, et c'est sûr que depuis cette crise de 2007-2009, on assiste à un marché qui traverse beaucoup de tempêtes de façon assez surprenante. Et ces tempêtes sont traversées éventuellement grâce à l'intervention des banquiers centraux depuis 2009 qui a été, entre guillemets, monstrueuse. On a un graphique qui va s'afficher qui va représenter ça, oui. la somme des bilans des banques centrales majeures. C'est ça. Mais je vais vraiment rebondir
sur ce que Marc nous a proposé. Effectivement, je valide tout. C'est un très très bon résumé. Oui. Mais on ne va pas oublier que lorsque vous parlez de marché haussier, depuis en fait novembre 2022, les marchés ont fait un point haut. Je parle aux États-Unis, et les marchés ne sont jamais revenus sur ce point haut. Donc le marché haussier est derrière nous pour moi. Et les injections de liquidités sont derrière nous là aussi. Alors il y a eu, je pense, un épisode qui a refait croire aux traders, c'est la crise des banques régionales en février-mars. Oui. Parce que, effectivement, janvier-février, les traders commençaient à intégrer réellement le fait que les banquiers centraux se retiraient et que donc les liquidités se retiraient. Et en voyant que la Fed est tout de suite intervenue, a fait la garantie absolue. 108 milliards de dollars. Totalement. Donc du coup, ils ont compris, on peut continuer à jouer en bourse. Les banquiers centraux parlent, mais la réalité, elle est tout à fait différente. Et donc ça a remis une pièce dans la machine et le monde s'est enflammé. Alors, janvier, février, mars, nous, en Europe, on avait les valeurs luxe qui flambaient, oui. Puisque on était dans l'anticipation de l'anticipation que la Chine allait réouvrir. On est en novembre, on attend encore que la Chine redémarre réellement. Et il y a eu l'IA qui avait démarré en novembre avec ChatGPT et ça s'est enflammé avec Nvidia. Donc en fait, on a connu une nouvelle bulle. Mais si on regarde cette bulle, vous qui êtes un héliotiste... Héliotisme mais aussi algo-trader, voilà. Énormément algo-trader. Voilà. Donc si l'on regarde bien, on n'a jamais refait de sommet et on a eu une bulle qui ressemble à un marché haussier, mais qui à ce stade et pour le moment, du moins aux États-Unis, n'en est pas un. Et pour moi, la résilience des marchés, oui, jusqu'à présent, mais typiquement, je pense que l'on arrive au bout du bout parce que ma théorie est que les banquiers centraux veulent reprendre la main sur les marchés. Ça fait 15 ans qu'ils se couchent. C'est-à-dire qu'à chaque fois que les marchés ont éternué, j'ai un stress avec le Brexit, j'ai un stress avec Trump, j'ai un stress avec quoi que ce soit. Ils étaient là. Ils étaient là et les traders étaient heureux. Je pense vraiment que les banquiers centraux ont en tête de se dire on va aller au bout du bout. Voilà. Alors je souriais parce que vous avez répondu à 3 questions d'un coup, des questions qui allaient venir plus tard. Donc merci Bernard. Je vous en prie. N'y a-t-il pas là un paradoxe? Parce qu'on a les taux directeurs qui sont au plus haut depuis 15 ans, alors que le S&P n'est uniquement qu'à 13% de son record historique. Comment vous l'expliquez ce paradoxe? Pour l'instant, les marchés ne baissent pas. Et pourtant, il y a eu un événement géopolitique majeur le week-end dernier. Le VIX est rejeté à la baisse et le S&P cet après-midi est en train de monter vers des niveaux de résistance. Messieurs, comment vous l'expliquez, Marc? En fait, je vais l'expliquer d'une façon, pour moi, très basique. On pourrait essayer de rentrer dans des détails économiques, macroéconomiques, c'est-à-dire, bon, voilà, on a eu effectivement une crainte de crise obligataire qui, pour l'instant, est endiguée, mais il faut pas oublier 2 choses. On a parlé de l'intervention des banquiers centraux. Ça génère quoi, en fait? Dans le fond, ça génère des flux de capitaux qui sont là, qui existent. Et ces flux de capitaux, il faut bien quelque part en faire quelque chose. Il y a malgré tout de l'argent qui circule. Et la bourse reste, de façon générale, un lieu où les investisseurs ont de l'intérêt qui est suscité régulièrement. Alors, vous parlez du S&P. Donc, le S&P, on va dire, c'est l'indice de référence mondial, en tout cas américain, qui regroupe donc 500 des plus grosses valeurs américaines, qui va effectivement réunir à la fois les valeurs industrielles de l'indice empirique et le Dow Jones et la majorité des grosses valeurs du Nasdaq. Donc, c'est l'indice qui est le plus suivi pour essayer de savoir un petit peu quelle est la tendance. À l'intérieur de ce S&P, on a une forte composante technologique. On va en parler juste après, Marc. Je suis désolé de vous couper. Ah, mais c'est pas un problème. Bernard, vous l'avez laissé répondre à 3 questions, non, mais vous êtes et moi, j'ai pas le droit. Non, vous avez répondu à 3 questions aussi. Ah, mais je ne le dis pas. D'accord. On va en parler juste après. Bon, pour vous répondre concrètement, moi, je suis analyste technique de formation, et c'est
ma matière première. Oui, moi aussi. Voilà, j'en ai entendu, je le sais, et en plus on a parlé d'Eliott, donc moi je suis un Eliotiste chevronné, et j'ai appris une chose à travers mon expérience de marché. Il y a plusieurs moyens d'interpréter un marché. Technique, quantitatif, fondamental. On a aujourd'hui une capacité de calcul surdéveloppée avec l'intelligence artificielle, etc. D'abord, le marché a toujours raison. Nous tous qui intervenons dessus, on le sait, il n'y a absolument aucun moyen de maîtriser le marché. C'est le propre du marché. Donc finalement, nous, notre travail, c'est quoi? C'est de faire des probabilités. Et d'essayer de mettre ces probabilités de notre côté au maximum. À savoir, est-ce que j'ai le plus de probabilités que ça monte? Pour quelles raisons? Évidemment, on n'est pas au casino. Et moi, en analyse technique, au bout de 25 ans, j'ai remarqué que ça fonctionnait. Alors évidemment, pas tout le temps, hein, comme toute discipline. Et j'essaye de m'y fier le plus possible parce que j'ai pu apprendre par expérience que, évidemment, je vais me tromper de temps en temps, comme n'importe qui, comme un très bon analyste fondamental, etc. Mais les graphiques parlent aussi de temps en temps. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que j'ai vu aussi que sur les grandes tendances d'indices, il y a des données qui font qu'on peut encore un petit peu s'attendre à une vague de hausse qui va peut-être pas être phénoménale, mais qui pour l'instant pourrait nous porter un petit peu plus haut. À l'heure où on se parle, et après je finis là-dessus, vu que vous êtes un éliotiste, on a sur les indices américains, surtout sur le Dow Jones et le S&P justement, ce qu'on appelle nous une ABC de consolidation, et les ABC sont souvent des fins de consolidation. C'est pour ça que je reste très prudent, parce que comme l'a dit Bernard, on n'est pas encore suffisamment confiant pour. En Europe, c'est pas aussi glorieux. Le CAC, ça fait depuis avril qu'il périclite. Hein. C'est très simple, on regarde, pas de tendance depuis avril. Dans nos métiers, c'est quand même quelque chose qui rend les choses beaucoup plus difficiles, intéressantes mais beaucoup plus difficiles. Et là, il faut effectivement rester prudent. Maintenant, si on devait me dire, est-ce que tu penses que c'est un marché qu'on peut encore acheter? Parce qu'il faut se mouiller. Avec prudence, je dirais oui. Mais on est vraiment dans une période, c'est pour ça que je dis intéressante, de ce que nous on va appeler stock picking, c'est-à-dire qu'en gros, on va avoir des valeurs qui montent, des valeurs qui baissent, et la vraie valeur ajoutée de nos métiers, elle est là, parce que quand le marché monte et que tout le monde achète, c'est facile. Quand le marché s'effondre, alors pour nous c'est facile aussi parce qu'on sait jouer la baisse. Quand le marché hésite beaucoup, là il y a vraiment des choses intéressantes à faire pour essayer de savoir quelles valeurs peuvent monter, baisser, pour quelles raisons, etc. Ok, alors messieurs, on a un petit problème, on est déjà au tiers de l'émission et vous répondez avec beaucoup de construction dans vos raisonnements. Il faudrait juste synthétiser un tout petit peu plus parce que j'ai beaucoup de questions intéressantes à vous poser et je suis très très curieux de vos réponses. Vous, Bernard, oui. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme Black Swan? Vous avez mentionné, Marc, un Black Swan, c'est-à-dire un événement de marché qui arrive un petit peu comme il s'est passé ce week-end et qui déclenche la baisse des actions. On a un graphique qui va s'afficher à l'écran. Alors la lisibilité n'est pas très très bonne, mais en violet, vous voyez que c'est le résultat d'un sondage établi par Bank of America Merrill Lynch. Et les asset managers, les gérants de fonds qui sont sondés, ont très très peur de la hausse de l'inflation qui engendrerait une hausse des taux directeurs à nouveau. Donc Bernard, on vous écoute quant au Black Swan potentiel. Je vais reprendre de manière très synthétique. La caractéristique d'un Black Swan, justement, c'est que c'est un Black Swan. Donc ça vient d'un endroit dont on n'attend pas. Donc si vous prenez le sondage pour savoir, a priori, si ça sort de là, c'est prévu, c'est anticipé. Ça veut dire qu'ils sont couverts ou alors il y a un très gros souci. Moi, mon job, c'est de gérer le risque en trading, et donc je gère tous les risques que j'imagine pouvoir, et le Black Swan, c'est celui que j'imagine pas. Donc, je ne vous répondrai pas. D'accord. C'est aussi une bonne réponse. Alors, en termes de pouvoir d'achat des banques centrales occidentales, on peut se poser la question, parce qu'on a la BOJ, la Banque centrale du Japon, qui a quelques décennies de plus en matière de laxisme monétaire, je dirais. C'est un petit peu un laboratoire monétaire, le Japon. Le bilan de la BOJ ramené au PIB est de 125%. On a un graphique qui va s'afficher. On a la Fed qui représente 31,5% du PIB américain et la BCE qui est à 56,2%. Pour rejoindre la BCE aurait donc besoin de doubler son bilan. Et la Fed aurait un pouvoir d'achat supplémentaire, entre guillemets, de 260%, soit 3,6. Y a-t-il encore une marge de progression? Il me semblait que vous disiez non en début d'émission. Donc une marge de progression dans l'impression monétaire chez les banques centrales occidentales. Vous pensez qu'on a atteint le top? Juste une phrase pour qu'ensuite Marc puisse répondre. Juste une phrase je ne trompe pas, en
octobre, novembre, décembre 2019, il y avait un grand débat qui agitait les économistes et le monde financier. Que se passera-t-il lorsqu'il y aura une crise économique parce que la BCE n'a plus les moyens? Janvier, Covid, février, mars, les bourses chutent et l'argent est arrivé. Donc, je veux dire, soyons clairs, nos banquiers centraux ont une imagination sans borne. J'ai fait des études économiques et financières, je ne les aurais jamais réussies s'il y a, dans un seul exercice, j'avais osé dire que les taux négatifs étaient une possibilité. On les a vus. Marc, vous pensez que les banques centrales occidentales ont encore du pouvoir d'achat et que la créativité des banquiers centraux est bien plus importante qu'on l'imagine? Moi, je vais vous dire, la question c'est où est-ce qu'on place la limite? Puisque par définition, les quantitative easing sont de la création de billets. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Est-ce qu'elles ont les moyens en fait? La vraie question pour moi, c'est pas de savoir si elles ont les moyens. Elles peuvent émettre des billets à l'infini si elles en ont envie. C'est qu'est-ce qui va se passer derrière dans la dévalorisation de la monnaie? C'est-à-dire qu'on est en train de dévaloriser l'argent à force de faire ça. Quand on émet des billets, qu'on injecte de l'argent dans des marchés, dans une économie, il faut que cet argent ait un sens quelque part. Alors j'aurais pu faire un résumé un peu facile, mais c'est comme si vous arriviez, quelqu'un arrivait et disait bon, j'ai pas d'argent, il faut que je mange, et que vous lui donnez de l'argent, au lieu de lui dire va travailler. Donc quelque part, pour moi, quand vous me dites, et c'est pas une façon d'éviter la question, vous parliez de la Banque du Japon, le Japon est un pays à part, je sais que c'était la seule banque qui avait décidé au départ de ne pas changer ses taux directeurs malgré l'inflation grimpante. Le Japon est aussi un pays qui reste, lui, à part, économiquement d'une part, mais aussi dans sa gestion en général. On ne peut pas comparer ce que la Banque du Japon va faire avec ce que pourrait faire la BCE, qui a d'autres antagonismes à gérer à travers un ensemble de pays qui vont, eux, avoir à intervenir. Et quant aux États-Unis, on sait tous que également, ils sont en autarcie totale sur leur façon de gérer. Et la Banque du Japon, la Banque centrale du Japon détient au passage, je crois, les 3/4 des ETF japonais, ce qui est absolument dingue. La bourse. Ouais. La bourse. La bourse, donc, ouais. Nationaliser la bourse. Absolument. Messieurs, le S&P 500 a atteint son plus haut historique à 4820. Il a par la suite baissé de 27,6%. Et il est parti à la hausse, il a rebondi de 24%. Donc vous, Bernard, d'après ce que j'ai compris, vous ne pensez pas qu'on va dépasser ce plus haut précédent des 4820. Mais je vous demande, vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Alors, en tant que trader, la seule chose dont je suis sûr, c'est que je ne suis jamais sûr de rien. Oui. Je gère mon risque, ça j'en suis sûr, dans la mesure où tous les systèmes fonctionnent. Vous voyez encore? Mais ce que je voulais dire, je suis sûr de rien. Ce que je voulais dire en fait, c'est j'émets des hypothèses et des probabilités comme Marc l'a souligné. Sommes-nous dans une reprise du marché haussier, ce marché haussier depuis 2009, ou croyez-vous un double top à 4820? On a un graphique du S&P qui va s'afficher. Alors, je vais rejoindre Marc sur les ABC correctives que l'on suit effectivement, et puis ensuite on est vraiment en train de rebondir sur... Donc, en régie, c'est pas celui-ci, un graphique. Et effectivement, on pourrait relancer les mouvements sur les marchés américains, donc c'est une possibilité. Mon scénario global reste... En fait, si l'on regarde non plus les indices, mais si on regarde les secteurs. Alors, il y a toujours eu, historiquement, des secteurs qui avancent, des secteurs qui reculent, etc. Mais là, il y a une dispersion, je trouve, beaucoup plus large que celle que nous avions historiquement. Et il y a une dispersion géographique et sectorielle très, très large. Bon. Et si vous regardez, il y a des secteurs qui sont à 0, il y a des secteurs qui sont à moins 20, et vous avez quelques valeurs qui sont en train de rebondir très fortement. On les connaît tous, les 7 magnifiques, évidemment, plus quelques autres qui suivent. Mais voilà, il y a une immense dispersion. Historiquement, lorsqu'on retrouve ça, ce n'est jamais très bon signe. Si on l'ajoute avec un peu de fondamental, si l'on veut considérer que la bourse, ça reste de la liquidité, et que si l'on suit la liquidité, on a des chances de voir où vont aller les performances, on peut imaginer qu'avec des taux qui montent à un moment ou à un autre, les gérants
vont aller se protéger et vont aller vers les marchés obligataires. Si vous ajoutez tout, après, je ne suis pas en train de vous dire que le marché tape un point haut cette semaine, peut-être qu'il faudra 6 mois, mais je pense que pour les prochains mois, on est plutôt dans un long trading range au mieux, donc un marché larvé, qui justement, comme aussi Marc le disait, c'est un marché de professionnels où il faut faire du stop picking. Vous, Marc, vous pensez qu'on a repris le marché haussier de 2009, la tendance haussière, long terme? Alors, d'abord, il faut savoir que le marché haussier de 2009 dont vous parlez, je l'ai dit tout à l'heure, il a été poussif, hein, on est d'accord. C'est-à-dire qu'on n'a pas une hausse comme on a eu avant les années 2000 ou celle qu'on a eu entre 2003 et 2007, qui étaient des lignes droites. On est entré dans des paradigmes qui sont beaucoup plus complexes, avec des phases de correction intermédiaires qui sont beaucoup plus violentes que ce qu'on a connu avant. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous me dites, est-ce que vous pensez que le marché haussier depuis 2009 va reprendre? D'abord, il n'a jamais vraiment arrêté pour l'instant, puisque malgré tout, la correction de 2022 n'était pas ce que nous on appelle un retournement. Et la preuve, c'est que pour la plupart des indices, avant 2023, il y en a à partir, on va dire, du dernier trimestre 2022, il y a un grand nombre de valeurs qui sont déjà reparties à la hausse. Moi, je pense, alors je rejoins de toute façon ce que dit Bernard, maintenant je pense qu'on peut avoir encore des plus hauts. Et je pense aussi qu'à cause de cette résilience, c'est toujours plus dangereux d'essayer de shorter un marché sur des tops qui n'arrivent pas. C'est-à-dire qu'il vaut mieux attendre d'avoir de vraies indications plutôt que de continuer d'acheter la tendance. Voilà, on dit « the trend is your friend », c'est pas par hasard. Et ne pas oublier ce qu'a dit Bernard, qui est effectivement très important, les Black Swan, par définition, c'est ce qu'on n'attend pas, en fait. Quand beaucoup de gens vont vous parler d'une raison que le marché flanche ou au contraire qu'il explose, vous pouvez être quasiment certain que ça ne va pas se produire. Il y a eu ce qu'on appelle des happy few, qui avaient prévu, entre guillemets, qui avaient senti venir le danger en 2007. Il y a un film d'ailleurs à ce sujet, sans faire de pub, qui a été très bien fait, qui s'appelle The Big Short, dans lequel on comprend très bien l'enchaînement et la création de la bulle des subprimes. Donc il y a quelques personnes qui peuvent sentir les choses, mais la globalité du marché, elle ne réalise les choses qu'une fois qu'elles sont arrivées. Parce que comme l'a dit Bernard, si elles l'anticipent, elles vont tout faire pour ne pas faire en sorte qu'il ne se produise pas. Et jusqu'à présent, elles en ont les moyens. Donc on est tous un peu sur le qui-vive, on est tous en train un peu de se dire il faut faire attention parce qu'on a l'impression on avait cette impression qui était quand même plus vive au début 2022. Moi je me souviens, dans notre équipe, on se disait là ça sent pas bon. Et finalement, on a eu des phases de rebond intermédiaires qui étaient fortes, et puis la fin de l'année a été plutôt positive, et on n'a pas eu ce véritable retournement de marché. Alors messieurs, j'ai un graphique très intéressant à vous montrer, et il va peut-être contredire ce que vous disiez. Enfin, vous contredire, gentiment bien sûr. Alors c'est un indicateur qui jauge le sentiment du marché, ils vont nous l'envoyer en régie, c'est le ratio du Nasdaq divisé par le S&P 500. Donc au numérateur, on a l'indice de la tech qui est risqué, et au dénominateur, on a l'indice du S&P 500 qui sert de base. Lorsque le ratio monte, les investisseurs sont riscophiles. Lorsqu'il baisse, ils sont riscophobes. Et mon analyse algorithmique m'indique que si le niveau des 3,30 est percé à la hausse, on pourrait filer vers les 5 fois. C'est-à-dire que le Nasdaq vaudrait 5 fois le S&P 500. Vous le disiez tout à l'heure, Bernard, vous le mentionnez, le thème de l'IA, l'intelligence artificielle et les semi-conducteurs ont-ils relancé le marché? Parce que vous en parliez tout à l'heure, oui. Donc la bulle, est-ce qu'elle va perdurer et vous surprendre? Alors, le principe d'une bulle, c'est un peu comme le Black Swan. J'ai aucune baguette magique pour... Voilà, une bulle, on la constate, on la suit, on l'accompagne si on peut. Ce qu'il ne faut jamais faire, c'est essayer, comme le disait Marc, de se mettre en face. Jamais on se met en face. Donc, alors, et est-ce que c'est une bulle ou pas? Très clairement, on a eu, pour prendre Nvidia, évidemment, une valeur qui fait x3, donc en 3 trimestres, mais qui
délivre systématiquement plus lorsqu'elle annonce ses résultats que ceux que les analystes attendaient. Donc, est-ce que c'est une bulle ou est-ce que c'est une réalité? Est-ce que l'intelligence artificielle va vraiment générer une immense valeur? Et est-ce que ça va générer une immense valeur pour quelques petites entreprises, un nombre très petit de très grosses entreprises, je vais y arriver? Et est-ce que ça ne va pas détruire? On a vu certaines inquiétudes, on le voit en France avec des entreprises comme Téléperformance, qui va en fait au tapis parce que les analystes considèrent que son business model est mort et qu'elle ne fera plus jamais rien. Il y a eu des inquiétudes sur Publicis aussi. Est-ce qu'il faut encore des publicitaires alors que peut-être les chats GPT version 6 ou 7 vont faire mieux? Oui. Donc, oui pour la création de valeur, oui peut-être pour des indices qui montent, mais j'en reviens à ce que Marc disait, stock picking peut être essentiel parce que peut-être que vous allez voir les trains flamber, les trains qui vont très haut, et vous en aurez d'autres qui iront... On va en parler juste après, Bernard, du stock picking. Marc, vous en pensez quoi de ce ratio qui est bullish? C'est une tendance extraordinaire là. D'abord, j'en pense que vous avez commencé par dire qu'il allait nous contredire. Ça, il faut faire attention quand vous dites ça. Alors, d'abord, il faut voir deux choses. Le ratio est intéressant. Il faut aussi, pour qu'il soit encore plus intéressant, essayer de savoir quel est le pourcentage du Nasdaq contenu dans le S&P. On sait qu'à l'époque des GAFAM, qui ne sont plus les GAFAM pour deux raisons. D'abord parce que Google est devenu Alphabet, que Facebook est devenu Meta, etc. Et comme l'a dit Bernard, que maintenant Nvidia est passé devant Meta. Et les 7 magnifiques. Voilà, les 7 magnifiques. Bon. À l'époque, et donc on ne doit plus être très loin, les GAFAM pesaient à eux seuls 50% du Nasdaq. Je parle du Nasdaq 100. C'est-à-dire que vous aviez 5 valeurs qui pesaient autant que 95 autres en termes de capitalisation boursière. À cette époque-là, les 5 valeurs en question pesaient environ 20% du S&P. Alors pourquoi je dis ça? Parce que il y a pour moi un constat que j'ai fait régulier. D'abord, le Nasdaq est l'indice qui, de façon quasi historique, évolue le plus en termes de valeur absolue. Autrement dit, quand vous avez des années positives, vous allez le trouver en tête des indices. Et quand vous avez des années négatives, comme on l'a eu en 2022, vous allez le retrouver très souvent en queue de peloton. Alors ce ratio, pour moi, il est intéressant. Attention, moi, je n'ai pas dit qu'on était à la fin de la hausse, du tout. Maintenant, vous parlez d'une hausse beaucoup plus importante. Je vais rejoindre exactement ce que disait Bernard. En fait, oui, l'intelligence artificielle peut créer de la valeur d'une certaine façon. Elle peut susciter aussi un intérêt parce que d'investissement en termes de bourse. Pourquoi? Parce que des gens essayent de trouver quels vont être les nouveaux porteurs. Mais ce qu'a dit Bernard est aussi très vrai, c'est que on est face à ça, et là on peut parler d'un point de vue peut-être presque éthique, on est face à un danger véritable. Est-ce que tout ça va être pérenne? Est-ce qu'à un moment il va y avoir une prise de conscience? Auquel cas, peut-être que ça pourrait finir par faire un flop. Est-ce que ça va remettre en question, comme l'a dit Bernard, énormément de métiers? Et dans ce cas-là, quid de toutes ces entreprises qui vont venir être menacées directement par ces essors-là? Est-ce qu'on ne va pas avoir en compensation face à une espèce de spéculation? Et je pense que c'est ça, pour moi, qui est le plus dangereux, à la fois d'un point de vue réel et à la fois d'un point de vue, j'allais dire, éthique au sens large, parce qu'on ne peut pas laisser la technologie diriger le monde à ce point. Au bout d'un moment, il va falloir le réaliser. Et on est en plein dedans. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, le poids des valeurs technologiques au sein du Nasdaq comme au sein du S&P est quand même très important. Et il va y avoir un arbitrage qui va devoir être fait. Ces actions, Marc, vous les recommandez, les 7 fantastiques? Alors, j'aimerais ne pas, d'un point de vue, comme je vous l'ai dit, parce que je ne trouve pas ça normal, maintenant d'un point de vue technique et pour des investisseurs, oui, je les recommande. Et si on regarde, tout bêtement, si quelqu'un avait acheté un ETF GAFAM en 2000, ou même en 2010, en 2005, il aura une performance de plus de 1000% aujourd'hui. Bernard, vous êtes d'accord avec ça? Les méga caps américaines, ça reste des... Le problème en bourse, c'est qu'on n'a pas le choix. Alors, tous ceux qui essayent de... Juste une anecdote. Durant de très très longues années, on a vu des gérants value venir à la télévision avec en fait la tête basse en disant peut-être qu'un jour la bourse s'intéressera en fait à la value. La réalité, c'est qu'en bourse, il faut suivre ce qui monte, il faut suivre le trend et on sait bien qu'en plus les grosses valeurs, les big caps
attrape tout. Donc on est obligé. Alors après, elles peuvent connaître des trous, elles peuvent avoir des retracements sérieux. Donc il faut savoir faire. Mais effectivement, c'est très compliqué de se dire « Ah ben moi, j'y vais pas ». C'est très compliqué. Messieurs, il y a beaucoup de gens qui nous regardent, qui veulent devenir des investisseurs, ou qui le sont déjà. Quel secteur, quelles actions conseillez-vous en 2024 ? Les minières d'or ou d'argent, les actions pétrolières, les semi-conducteurs, les actions qui sont présentes dans l'intelligence artificielle. Dites-nous tout, messieurs, il nous reste 4 minutes et nos téléspectateurs n'attendent que vos réponses. Bernard. Je commence. Moi, je conseille déjà d'attendre un petit peu, voir si effectivement les jours que l'on vit en ce moment sont des jours de reprise. Si effectivement le marché sur la semaine, on a quand même une semaine qui est très importante. On a eu effectivement ce week-end la guerre, on a le CPI qui va tomber, on a en fin de semaine les premiers résultats avec les banques, mais donc il faut quand même voir, il faut quand même jauger tout ça. Les secteurs qui vous intéressent pour 2024 très typiquement et incontestablement, je pense que la tech, on n'aura absolument pas le choix. On voit bien qu'en plus la tech résiste au taux. Il y a eu une litanie, les valeurs de croissance avec des PER très élevés face à des taux qui sont très élevés sont automatiquement repricés plus bas. Sauf que la réalité, lorsque ce sont des machines à cash, ce sont des valeurs de croissance qui ont du cash. Et ce cash, il est rémunéré alors qu'avant, il n'était pas. Donc du coup, elles sont juste incontournables. Marc ? Alors, moi, j'ai l'habitude de me mouiller parce que ça fait partie de mon job. Évidemment, c'est toujours facile de préconiser de rester prudent, parce qu'on peut préconiser de rester prudent tout le temps, en fait. Alors, d'un point de vue général, toute classe d'actifs confondus, côté matières premières, je ferai très attention aux métaux. Je ne suis pas très fan de la configuration de l'or actuellement, et là-dessus, je serai prudent. En revanche, vers les énergies, et notamment le pétrole, je pense que techniquement, on a encore une capacité de hausse sur laquelle on n'est pas encore... il reste encore un potentiel de hausse que ce soit le Brent ou le WTI. De toute façon, ils évoluent toujours dans le même sens. Après, d'un point de vue sectoriel, comme Bernard, effectivement, c'est difficile de se mettre vraiment à l'écart de la tech. Et puis, peut-être, je dis bien peut-être, il va falloir surveiller, mais les valeurs du luxe sont quand même des valeurs très résilientes. Quand vous regardez les graphiques de Hermès, L'Oréal, LVMH sur le long terme, bon, c'est exactement comme les valeurs technologiques, c'est des valeurs qui sont extrêmement solides. On sait, nous, que quand on a les valeurs solides comme ça, ce qui est très intéressant, c'est d'essayer d'attraper une fin de consolidation, parce que c'est un point d'entrée très intéressant. On a eu une correction sur ces valeurs du luxe très importante importante en tout cas par rapport à ce qu'elles ont l'habitude de nous montrer. Si jamais, je dis bien si jamais, et là je rejoins Bernard, vous me dites 2024, il reste un trimestre, si jamais on sent qu'elle commence à se reprendre un petit peu, je pense qu'en termes de timing d'entrée, ça pourrait être un secteur qui serait intéressant, à voir évidemment, encore une fois, avec tout ce qui pourrait se tourner autour de la Chine, car ce sont des valeurs qui restent très impactées par la macroéconomie chinoise en général. Merci messieurs, c'était très enrichissant. Merci infiniment de la part de toute l'équipe d'XTB.